Bienvenue dans le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grands entretiens. HD-FM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand format, votre rendez-vous hebdomadaire sur la radio Humanité et Développement, HD-FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Chaque semaine, nous analysons ensemble les enjeux liés à l'humanitaire et au développement au Mali, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir meilleur, des experts, des acteurs du terrain et des partenaires de développement. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au rapport 2024 des réalisations des ONG membres du FONGIM, un document de référence mettant en lumière les actions, résultats et défis majeurs du secteur humanitaire et du développement au Mali. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Hassan Mohamedi, directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM. M. Hassan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir véritablement est partagé. Bienvenue dans le grand format. Alors pour commencer, M. Hassan, pouvez-vous nous faire un rappel sur le FONGIM, son mandat, ses objectifs et ses missions? Ok, merci beaucoup. Alors le FONGIM, c'est le Forum des ONG internationales au Mali qui réunit 110 ONG internationales qui sont actives sur l'entièreté du territoire malien, à la fois dans le domaine de l'humanitaire, du développement et de la cohésion sociale. Le FONGIM a 4 principales missions. La première, c'est d'assurer une bonne coordination interne et un bon partage d'informations entre nos 110 membres pour que tout le monde soit au même niveau d'information. On fait ce travail de partage d'informations, de développement de positions communes via des groupes de travail. On a plusieurs groupes de travail au sein du forum, ici à Bamako, mais également dans les régions. La deuxième mission du FONGIM, c'est d'assurer une représentation des ONG internationales dans les mécanismes de coordination, à la fois humanitaire et développement, et de la représentation auprès à la fois des autorités maliennes, les différents ministères ici à Bamako, mais également dans les régions, auprès des gouvernorats, des préfets, des municipalités. On fait aussi beaucoup de représentation auprès des ambassades et notamment des bailleurs. La troisième mission du FONGIM, c'est d'assurer un plaidoyer et une bonne communication sur les accomplissements, les réalisations des ONG internationales ici au Mali. Le plaidoyer, on le mène aussi auprès des autorités pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, en étroite collaboration avec les autorités, qu'elles soient centrales ou décentralisées. Et on mène aussi beaucoup de plaidoyers à l'international, notamment pour que le Mali et le Sahel en général puissent avoir une attention particulière et pour qu'on puisse continuer à recevoir le soutien des bailleurs internationaux. La communication, on fait beaucoup de travail de communication et merci de nous inviter aujourd'hui. Ça fait partie de cette stratégie de mieux promouvoir, d'être dans une plus grande transparence sur nos réalisations, nos impacts ici au Mali. Et on a mené pas mal d'activités, notamment sur les réseaux sociaux. Et dernière mission du FONGIM, c'est d'assurer un renforcement de capacité pour le personnel de nos ONG membres en priorité, mais également des ONG nationales et locales avec lesquelles nos ONG internationales travaillent. On a aussi mis en place au sein du forum des ONG nationales et locales qu'on a recrutées et qu'on accompagne sur une durée de 2 ans. Donc la dernière mission, c'est vraiment le renforcement des capacités de nos ONG internationales, des ONG nationales et locales partenaires pour qu'elles puissent mettre en œuvre les activités à la fois humanitaires et de développement selon les standards les plus élevés, internationaux, et que nos actions soient aussi, qu'on soit aussi redevables auprès des populations bénéficiaires, des autorités et de nos bailleurs. Merci beaucoup M. Hassan pour ces éléments de réponse qui permettent véritablement de faciliter la compréhension pour nos auditeurs. M. Hassan, toujours dans cette dynamique, pour citer nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte les activités de 2024 ont été menées par les ONG membres du FONGIM? Alors en 2024, malgré les nombreux défis auxquels nos ONG ont été confrontés, on a continué. Après, je vais plus rentrer dans les détails de nos réalisations, mais on a quand même réussi à mettre en œuvre un nombre conséquent de projets.
malgré les défis d'insécurité, voilà, dans le nord, dans le centre du Mali, qui parfois limitent l'accès, qui nous poussent à mettre en place voilà, des stratégies d'adaptation pour continuer à pouvoir assister les populations dans le besoin. On a aussi fait face à une réduction significative des financements internationaux au vu des crises qui se multiplient dans le monde. Voilà, le Mali, malheureusement, n'a pas eu son plan de réponse humanitaire, pour donner un exemple précis, financé à hauteur de souhait. Donc ça a été voilà, les deux principaux défis auxquels nos ONG membres ont été confrontés en 2024, la question de l'insécurité, la question de l'accès et la question de la rarification, on va dire, des ressources. Alors, sans vous couper, M. Hassen, avec tous ces aléas que vous mentionnez, insécurité, déplacement, contraintes logistiques ou baisse des financements, les ONG parviennent toujours à mener leur activité. Comment est-ce qu'elles parviennent à maintenir leur action et à rester au plus près des communautés? On parvient à mettre en œuvre ces activités grâce aux ressources humaines que possèdent nos ONG membres, qui sont à plus de 95% du personnel malien et malien, ça on tient à le souligner. Souvent une perception des ONG internationales qui n'emploient que des internationaux, ce qui n'est pas le cas du tout. Encore une fois, 95% des staffs employés par nos ONG membres sont des Maliennes et des Maliens, à des niveaux de responsabilité aussi élevés que les postes de directrice et directeur pays. Donc voilà, c'est une connaissance du terrain, une expertise que nos collègues ont, qui nous permettent voilà, de pouvoir adapter nos interventions, et une présence aussi sur les terrains voilà, les plus, on va dire, difficiles. On a une présence opérationnelle à Kidal, à Ménaka, à Songo, Gao, Tombouctou, bref dans toutes les régions du Mali. Donc on arrive à mobiliser aussi des ressources en misant beaucoup sur le plaidoyer, et en insistant sur aussi voilà, la capacité pour nous d'opérer malgré les défis. Un travail en bonne intelligence avec les autorités maliennes, ça on ne cesse de le souligner. Malgré les défis, malgré les challenges, on continue à travailler avec les autorités centrales, avec les autorités décentralisées. Il y a une bonne compréhension de ce que font les ONG, que ce soit les humanitaires ou les acteurs de développement. Et il y a une volonté voilà, d'accompagner les efforts de l'État pour les humanitaires, dans le respect des principes humanitaires que voilà, nos interlocuteurs au sein du gouvernement malien connaissent parfois mieux que nous. Donc il y a un travail en bonne intelligence qui nous permet, malgré les défis que j'ai mentionnés, de pouvoir continuer à soutenir voilà, les populations dans le besoin, dans les zones les plus reculées. Vous dites un chiffre très intéressant, 95%. Donc 95% du personnel des ONG internationales sont des Maliens. Je pense qu'il est important de revenir sur ce chiffre-là pour décanter un préjugé que nous avons. Absolument, ouais. Le personnel, le staff. Personnel, voilà, excellent. tout à fait, exactement. 95% du personnel, exactement, sont des Maliennes et des Maliens. Donc il y a vraiment une capacité pour les ONG internationales ici à recruter localement, avec une expertise reconnue de haut niveau des collègues maliennes et maliens. Et encore une fois, on a aussi des chiffres pour les postes de chef de mission, directrice et directeur pays, les postes de directeur, directrice de programme, où c'est vraiment des chiffres aussi très élevés. On a une forte représentation de personnel malienne et malien. Et ça, oui, effectivement, quand on discute avec des gens qui ne sont pas forcément dans le monde des ONG, etc., quand on entend ONG internationale, et je le comprends, on pense directement aux travailleurs expatriés, etc., ce qui n'est plus le cas. Ça pouvait l'être il y a 30 ans, 40 ans, mais voilà, depuis une dizaine d'années, il y a une forte tendance à la nationalisation des postes, même les postes les plus élevés. Le schéma a changé et je me dis que de telles émissions permettent d'éduquer la communauté à ce qu'ils puissent comprendre véritablement qu'il y a un changement. Absolument, oui. Et je pense que c'est important. Ça veut dire que les ONG sont créateurs d'emplois, sont aussi des structures qui permettent de former la jeunesse malienne. Il y a beaucoup de jeunes maliennes et maliens qui font des stages au sein de nos organisations, qui ensuite obtiennent des emplois. Donc il y a une possibilité de faire carrière ici dans les ONG internationales au Mali. Et après, il y a des opportunités pour partir, pour devenir à son tour expatrié. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça, où des Maliennes et des Maliens ont commencé au sein d'une ONG internationale ici et sont partis dans d'autres contextes, au sein d'autres ONG internationales, pour mettre au service de leur organisation les compétences qu'elles ont acquises ici. Très pertinent. Merci pour ces éléments de réponse, M. Hassan. Venons-en maintenant à ces rapports 2024 des réalisations. Pouvez-vous nous expliquer le processus de production de ce document et la manière dont les données ont été collectées et consolidées? Alors, le rapport pour 2024, il s'agit de la deuxième édition. On avait lancé le premier rapport en 2023.
Et c'était issu d'un constat que vous venez de mentionner spécifiquement sur la question des ressources humaines, mais qui est plus global, une question de méconnaissance des activités des ONG. Voilà, il y a aussi notre responsabilité qui est en jeu dans une volonté ou voilà, le fait qu'on ne misait pas trop sur la communication, sur la promotion de nos réalisations. On est ici, il faut qu'on montre l'impact qu'on a au niveau de nos projets, des fonds engagés. C'est une question de redevabilité, encore une fois, auprès des populations bénéficiaires, de la population malienne, auprès des autorités et auprès de nos bailleurs. Donc quand on a lancé ce rapport-là, on s'est dit voilà, l'objectif pour le FONGIM qui réunit quand même plus de 100 ONG internationales, c'est de voir globalement quel est notre impact sur une année au Mali. Donc là, on a lancé la première édition en 2023. On avait eu malheureusement que 61 ONG qui avaient contribué. Comme vous avez posé la question sur les méthodologies employées pour collecter l'information. Donc on a une plateforme en ligne où les collègues se connectent, on récolte toute l'information, on définit les secteurs d'activité, donc c'est un peu fastidieux, les zones d'intervention qui vont jusqu'au niveau du cercle, donc les secteurs d'activité. Donc on a toutes ces données-là qui nécessitent un travail assez conséquent de la part de nos membres, et une fois que toutes ces données-là sont collectées, merci, exactement, il y a une analyse qui est faite, qui est produite, qui est présentée à nos membres, qui est rediscutée, qui est validée, et ensuite le rapport est produit. Donc là pour 2024, on a réussi à augmenter le nombre de contributeurs. On est à 82, donc sur 110 membres, ce qui est vraiment pas mal. On a vraiment poussé pour que nos chefs de mission puissent être assez réactifs par rapport à cette sollicitation-là. Mais voilà, donc c'est tout un travail qui est fait de gestion d'information, collecte d'informations, d'analyse. Et enfin, on a lancé le rapport au mois de septembre avec notre ministère de tutelle, avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, spécifiquement la direction générale de l'administration du territoire et tous les services de l'État avec lesquels on collabore, notamment le ministère de la Santé et du Développement social qui est en charge des affaires humanitaires, le ministère de l'Éducation, les ministères sectoriels avec lesquels nos ONG collaborent étroitement ont été invités, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Alors, toujours dans la dynamique de cette même question, si vous devez mettre en avant le chiffre ou l'indicateur le plus marquant de ces rapports, celui qui traduit le mieux l'impact des ONG internationales en 2024, lesquels choisirez-vous et pourquoi? Est-ce que je peux en choisir deux? Allez-y, je vous en prie. Donc deux chiffres. Oui. Le plus important, je pense, c'est 4 millions de bénéficiaires pour 2024 au niveau de nos 82 ONG contributrices, donc plus de 4 millions de personnes, femmes, enfants, hommes qui ont bénéficié de nos activités à la fois humanitaires, développement, cohésion sociale, dans les différents secteurs, sécurité alimentaire, santé, éducation, etc. Et le deuxième chiffre, c'est les montants engagés pour mener tous ces projets-là. On a réussi à engager plus de 277 milliards de francs CFA en 2024 pour la mise en œuvre de nos projets, donc de l'argent qui a été destiné pour la mise en œuvre des projets sur l'année 2024. Je pense que ces deux chiffres-là montrent bien l'impact des activités de nos membres. Alors, merci beaucoup. Alors, on entend 4 millions de bénéficiaires, 277 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des activités. Mais au-delà de ces chiffres, il doit y avoir véritablement quelque chose de percutant. C'est des histoires humaines, c'est des vies transformées, des familles qui retrouvent espoir. Donc, pouvez-vous nous partager un exemple marquant d'une action portée par une ONG membre qui illustre le mieux l'impact? Ça veut dire, au-delà de ces chiffres-là, quand on perçoit ces chiffres, c'est important. Mais comment est-ce que ça touche la vie des gens? Un exemple, une illustration. Oui. Bon, un exemple auquel j'ai été confronté, j'ai pu visiter quelques régions, Ségou, Mopti, Tombouctou, et j'ai pu aller sur le terrain pour voir un peu les réalisations de nos membres. Et dans les régions du Nord, j'insisterai beaucoup sur les questions de santé, le soutien au CESCOM et au CRF, mais surtout au CESCOM et aux ASACO, les associations communautaires de santé, où plusieurs de nos ONG membres spécialisés dans les domaines de la santé apportent un soutien en termes d'accès aux médicaments, en termes d'accès aux vaccins, en termes de soutien pour les femmes enceintes et allaitantes, même pour l'accouchement, avec la mise à disposition de kits de césarienne, pour que les femmes puissent accoucher dans des conditions optimales pour la santé, pour leur santé et pour la santé de l'enfant. Donc là, il y a beaucoup de personnes, de bénéficiaires qui ont pu être soutenus au niveau de la santé grâce à nos ONG membres, en collaboration toujours. Donc j'ai mentionné les ASACO, mais également les directions régionales de la santé. Donc tout ça se fait en bonne intelligence, mais je pense que ça a un impact en termes de santé, des vaccins distribués, des médicaments, des opérations qui peuvent avoir lieu grâce à des plateaux médicaux mis à disposition dans les centres de santé. Après, peut-être un deuxième exemple à Tombouctou qui m'a beaucoup marqué.
un projet mis en œuvre par... je vais pas citer les ONG parce que sinon... allons-y. Là, si j'en cite une, je vais devoir citer les 110. Les 110. C'est ça. Mais voilà, il y a une ONG de développement qui a mis en place un super projet pour développer la production de pommes de terre à Tombouctou. Donc c'est un ancien qui était guide, je l'ai rencontré quand j'étais à Tombouctou, un ancien guide touristique déplacé interne, etc. Donc il s'est lancé dans cette activité-là. L'ONG a soutenu la formation, la mise à disposition d'engrais, etc. Et ce monsieur a pu développer une production importante et une année ou 2 années, il est même devenu le premier producteur de pommes de terre du Mali. Donc je pense que ça c'est une illustration parfaite d'un impact et qui est durable, qui n'est pas que dans une réponse d'urgence qui est nécessaire, mais on doit toujours garder en tête qu'il y a une nécessité de développer la résilience des populations, et c'est ce qu'elles nous demandent. Quand j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs représentants des déplacés internes, ils nous remercient toujours pour le soutien apporté, mais ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir avoir des moyens de subsistance, des activités génératrices de revenus. Ils maîtrisent même notre domaine d'intervention, etc. Et c'est ce qu'ils demandent. Ils disent, on souhaite prendre dignement soin de nos familles, on souhaite travailler, on souhaite pouvoir générer des revenus pour, encore une fois, prendre soin de nos familles et vivre dignement. Et voilà, nous, on est vraiment dans cette perspective-là, qui est celle aussi des autorités maliennes avec le développement en fin d'année dernière de la stratégie sur les solutions durables, notamment pour les réfugiés et les déplacés internes. Donc voilà un peu 2 exemples qui marquent, je pense, bien l'impact de nos actions. Monsieur Hassen, j'aimerais véritablement insister sur cette partie. Je me dis qu'elle est très importante et elle permet de montrer l'impact que les ONG internationales ont sur les communautés. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un impact important, pertinent, et que le travail que vous faites est un travail considérable et que c'est un travail qui réellement doit continuer pour pouvoir impacter encore ces communautés? Parce qu'on a cité les chiffres, après les chiffres vous avez donné des exemples pertinents. Est-ce qu'il n'est pas important de rappeler à quel point le travail que vous faites est très très important? Tout à fait. Après, je pense que ça sera encore plus important de donner la parole aux bénéficiaires pour que eux-mêmes puissent s'exprimer en fait, comment leur vie a pu être transformée grâce à des interventions menées par nos ONG membres. Sinon moi je vais prêcher pour ma paroisse, c'est pas trop objectif, mais je pense que dans notre rapport, voilà, absolument, qui est accessible en ligne sur notre site internet gratuitement, il y a des cas de succès où il y a beaucoup de bénéficiaires qui témoignent, et là on va mettre en place toute une campagne de communication digitale où on va recueillir les témoignages des bénéficiaires. On a déjà eu une opération similaire l'année dernière, on a des vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube où il y a des bénéficiaires qui expliquent concrètement, voilà, on a pu avoir accès à la santé, à l'eau, les enfants ont pu repartir à l'école grâce à des activités d'ONG dans telle et telle région du Mali. Je pense que l'important c'est vraiment de donner la parole aux bénéficiaires, aux services techniques de l'État aussi, dans ces zones-là, dans ces zones reculées, etc., qui témoignent aussi de l'importance de nos actions, de la manière dont on coordonne, dont on collabore avec ses partenaires sur le terrain, et qui, je pense, permettent d'avoir un impact significatif sur la vie des populations et de changer des vies. Et là, j'invite vraiment les auditeurs à aller consulter à la fois le rapport, mais également les vidéos sur YouTube. C'est des courtes vidéos, mais je pense que voilà, les témoignages parleront beaucoup plus percutants et parleront beaucoup plus que moi. Non, merci pour la précision, c'est important. Ici, nous avons beaucoup d'émissions où nous donnons la parole aux communautés, et je me dis que véritablement c'est un plaidoyer, et que même pour nous, nous allons véritablement essayer de montrer ces voies, ce que nous faisons déjà à travers nos émissions, mais ce serait en termes de complément avec tout ce qu'on est en train de faire avec vous. Alors, Monsieur Hassen, toujours dans la continuité de la compréhension de ces rapports, dans la partie bonne pratique, vous évoquez 2 notions clés: la localisation et la collaboration avec les services techniques de l'État. Et ça, vous en avez déjà parlé en amont. Mais toujours est-il, pourquoi ces 2 approches sont-elles si cruciales pour vous, FONGIM? Tout à fait. Alors la localisation, c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais souvent on reste au niveau du concept et on va peu dans la pratique. Et nous, on essaye vraiment au sein du FONGIM, même au sein des ONG internationales, membres de notre forum, de mettre ça en pratique. Certaines le font déjà, même avant que le concept même existait. Beaucoup d'ONG internationales qui interviennent au Mali depuis certaines plus de 50 ans ont toujours travaillé avec des partenaires locaux, ont toujours soutenu des partenaires locaux. Certains de ces partenaires locaux sont devenus actuellement des grosses ONG nationales qui ont des projets aussi importants et des budgets aussi importants que des ONG internationales. Mais elles ont commencé comme partenaires de mise en œuvre, comme partenaires stratégiques des ONG internationales. Donc c'est nécessaire de développer ces partenariats. On parle toujours de renforcement de capacité, il y a toujours cette nécessité d'accompagner pour pouvoir, l'objectif étant
même si c'est pas l'objectif principal de la localisation, mais ça reste le nerf de la guerre, de mobiliser des financements, notamment des financements internationaux. Donc là, pour ça, il faut avoir des standards, il faut avoir une redevabilité, il faut avoir un système financier robuste, tout ce que nous, on a en tant qu'ONG internationale, parce qu'on a nos sièges, parce qu'on a des soutiens, voilà, et ça fait, pour certaines, ça fait plus de 40, 50 ans, même plus que certaines ONG existent. Donc on a pu accumuler toute cette expertise-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sécuriser des fonds assez conséquents. Donc cette expertise qu'on souhaite mettre au bénéfice des ONG nationales et locales, qu'elles soient ici à Bamako, mais également dans les régions, les associations communautaires. Donc l'argument, c'est vraiment de dire que voilà, nous, en tant que, même si bien que nos staffs des ONG internationales sont des Maliennes et des Maliens, nous, en tant qu'expatriés, voilà, notre objectif après, c'est de partir. On ne va pas rester indéfiniment, alors que les ONG nationales et locales, la crise est là, ils restent. Leurs familles sont là, ils restent. Donc qu'il y ait crise ou pas crise, ils restent. Donc c'est nécessaire d'avoir ces ressources humaines compétentes, expertes, etc., qui puissent continuer à mener des projets en partenariat toujours avec les partenaires internationaux. Je pense qu'on apprend les uns des autres. Il y a des spécificités des ONG nationales et locales, notamment en termes d'accès, en termes de bonne compréhension des dynamiques locales, régionales, et il y a une expertise, une meilleure connaissance des dynamiques internationales, des standards, des bailleurs internationaux de la part des internationaux qui peuvent être partagés avec nos collègues nationaux et locaux. Donc ça, c'est pour la localisation qui fait partie vraiment c'est une priorité pour vraiment, je ne cesse de le répéter. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une ONG internationale qui nous demande est-ce que voilà, vous n'avez pas une ONG nationale qui intervient dans tel secteur, dans telle zone, avec lesquelles on pourrait développer un partenariat. C'est une demande constante, c'est une demande constante des bailleurs. On va vers ça dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on va faire ça. Donc là, c'est un appel aux ONG nationales et locales de... Voilà, certaines sont déjà à des niveaux vraiment extrêmement élevés, mais de se dire il y a ces opportunités-là, il faut vraiment être au niveau parce que voilà, le moment est là, mais il ne faut pas tout gâcher. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est un message que je souhaite faire c'est passer. Une invitation pour ces organisations à atteindre un certain standard. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais. Et si le standard est là, le sérieux est là, la mise en œuvre des projets sont faits de façon avec de qualité, la redevabilité est là, le reporting est là, franchement, moi je vois pas de barrière à ce qu'il y ait cet équilibre qui se fasse entre les partenaires nationaux locaux et les ONG internationales. Et votre deuxième question sur la collaboration avec les autorités, c'est ça. C'est ça, la tout à fait, ouais. Comme je l'ai mentionné, comme vous l'avez dit, j'ai déjà mentionné un peu cette question. C'est que voilà, c'est la spécificité du Mali. Je pense que c'est cette excellente collaboration dans le respect des principes de chacun. J'ai mentionné les principes humanitaires, voilà, impartialité, neutralité, indépendance et humanité pour les humanitaires, les principes de souveraineté pour l'État, etc. On est là, voilà, il y a un État, il y a des règles, on travaille selon les règles en vigueur, selon la loi malienne. Ça ne fait pas débat. Donc il y a cette capacité à bien collaborer ensemble, encore une fois ici au niveau central, mais également sur le terrain, dans les régions, dans les cercles, etc., dans les municipalités. On entretient d'excellentes relations avec les différents partenaires. Les projets sont mis en œuvre avec les partenaires. Voilà, on ne va pas décider de construire un puits dans une zone sans consulter le chef de section, le chef de fraction, le maire, les communautés, le préfet, etc. Tout se fait en collaboration avec les différents partenaires gouvernementaux. Et je pense qu'une bonne illustration de cette excellente entente, c'est l'organisation du premier forum humanitaire AES qui a eu lieu à Bamako début août, où voilà, la communauté humanitaire malienne, à la fois ONG, nationale, internationale et Nations Unies, ont été invitées par la Direction nationale du développement social à prendre part à l'organisation de cet événement, à prendre part aux différents travaux, à prendre part aussi à la rédaction des recommandations, etc. Et je pense que ça a été une belle illustration. Et nous, nos collègues qui ont été invités du Burkina Faso et du Niger ont vraiment été impressionnés par cette collaboration étroite, dans le respect, encore une fois, des principes de chacun, des lignes rouges de chacun. Mais il y a cette capacité, je pense, de travailler en bonne intelligence qui, pour moi, est spécifique au Mali. Je pense que ce que vous dites est très important et que les organisations locales pourront tirer profit de cette information-là. Et en termes de collaboration, travailler ensemble permet véritablement d'avoir encore plus d'impact. Alors, le rapport présente également la carte des zones et secteurs d'intervention des membres du FONGIM. D'après vos données, M. Hassen, quels sont aujourd'hui les domaines les plus critiques, là où les besoins restent élevés et les ressources encore insuffisantes? Les domaines de la sécurité alimentaire, la santé. Là, il y a la dernière évaluation multisectorielle de nos partenaires de Rich Impact qui
qui a été validé par la DNDS, qui montre un grand besoin au niveau de l'éducation, notamment éducation en situation d'urgence pour les enfants déplacés. Voilà, toute une génération de jeunes filles et de jeunes garçons qui ne sont pas scolarisés. Donc ça, je pense que ça devrait sonner l'alarme pour tout le monde, à la fois les autorités, les partenaires, etc. La protection aussi, son soutien aux femmes, aux filles victimes de violences. Ça aussi, c'est un domaine qui a été, on va dire, pas beaucoup financé, parce qu'au vu de la baisse globale des financements, voilà, beaucoup de secteurs ont été impactés. Et la santé, avec surtout cette année, avec l'arrêt des financements du principal bailleur qui était les Américains, même s'ils continuent avec quelques projets, mais c'était quand même plus de 50% de la réponse humanitaire, et ils finançaient beaucoup les projets de santé dans le centre et dans le nord du Mali. Donc là, il y a quand même un impact considérable que nous, on ressent au sein de nos ONG membres. Alors, c'est important tout ce que vous dites. Nous tendons vers la fin et c'est très intéressant ces échanges-là. Maintenant, parlons des perspectives, M. Hassen. Regardons vers l'avenir. Quels sont, selon vous, les défis majeurs et les perspectives du FONGIM pour les années à venir? Je pense que le défi majeur, c'est la question des financements. Question très importante de le rappeler. Exactement. On ne peut mettre en œuvre des projets, on ne peut soutenir les populations vulnérables que si on a les moyens pour le faire. Après, on a beaucoup discuté au sein de l'équipe humanitaire pays pour essayer de diversifier les financements, ne pas reposer que sur les bailleurs traditionnels qui consentent déjà de manière considérable à soutenir l'aide humanitaire et de développement ici au Mali et dans d'autres régions du monde, mais peut-être diversifier, voir un peu ce qu'on peut faire avec le secteur privé, avec la diaspora, avec peut-être des bailleurs non traditionnels. Voilà, il y a tout un travail de plaidoyer, de communication à faire qui est extrêmement important pour garder le Mali, encore une fois, dans l'agenda de la communauté internationale. Après, les questions d'accès, les questions d'insécurité, malgré ça, encore une fois, on a une capacité de mise en œuvre, mais il y a toutes ces considérations à prendre en compte et qui vont nécessiter une adaptation de nos activités pour mettre en œuvre nos projets sur le terrain. Et je pense après, un thème sur lequel on travaille beaucoup au sein du FONGIM, c'est la question des solutions durables. Je l'ai déjà mentionné, mais la résilience. Voilà, essayer de travailler, c'est le concept, encore un concept qui peut paraître un peu flou pour les personnes profanes du monde des ONG, mais le nexus. Voilà, travailler sur la complémentarité entre les actions humanitaires de développement et de cohésion sociale. Quand on répond à une situation d'urgence, on doit sauver des vies, on doit donner de l'eau aux personnes qui n'ont pas à boire, à manger, assurer un abri safe, la protection, etc. Mais en parallèle, c'est important de réfléchir à quelles solutions apporter à ces gens pour qu'ils puissent, encore une fois, développer des capacités de résilience et ne pas dépendre indéfiniment de l'aide. Parce que sinon, c'est un cercle... tout à fait. Donc, c'est en parallèle de ces réponses-là, commencer déjà à réfléchir et développer des mécanismes avec des bailleurs de développement pour qu'ils puissent s'adapter, réfléchir. Il y a des choses qui sont faites déjà avec une capacité de donner du cheptel à des déplacés qui ont l'habitude de faire de l'élevage, développer des paramètres maraîchers, etc. pour permettre un peu l'agriculture. Il y a des choses qui peuvent être faites, l'artisanat. Donc il y a vraiment cette nécessité, je pense, de réfléchir aux solutions durables, au développement de la résilience des populations et ne pas rester focus que sur l'humanitaire, bien que c'est nécessaire. On doit sauver des vies, ça ne fait pas question. Mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Ça, je pense qu'on doit toujours garder en tête cette question-là quand on répond à des situations d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait après? Très important, je pense que c'est pertinent. Alors, des perspectives encourageantes, M. Hassen. Nous tendons vers la fin et sérieusement, je n'ai pas envie que l'émission finisse parce que ça devient très intéressant et qu'on en apprend énormément, que ce soit des rapports mais aussi du monde humanitaire de façon globale. Alors, pour conclure, M. Hassen, quel message souhaitez-vous adresser aux partenaires, aux autorités et surtout aux communautés que le FONGIM et ses membres accompagnent au quotidien? Le message, c'est de dire qu'on est là, qu'on va rester et qu'on fait de notre mieux, encore une fois, pour soulager les souffrances des populations, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes. On essaie de faire de notre mieux en totale transparence. On fait de notre mieux pour mieux communiquer, pour mieux coordonner nos activités avec les différents partenaires. Je pense que on a parlé des témoignages des bénéficiaires qui, encore une fois, auront un impact plus fort que nos propres discours, mais j'invite aussi toutes les personnes intéressées à regarder les témoignages disponibles sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, absolument. Mais de dire
voilà, qu'on continue, qu'on fait face aux défis avec les Maliennes et les Maliens, et qu'on essaye au mieux de répondre aux besoins des populations, et en espérant que les choses iront mieux dans les mois, dans les années à venir, et que le Mali puisse vivre dans la prospérité, qu'on se concentre que sur des thématiques de développement, d'infrastructures, et qu'il n'y ait plus cette crise et ces situations d'urgence. Donc ça, c'est notre espoir. Mais en tout cas, on est là et on va continuer le travail qui doit être fait. On est là et on va continuer le travail qui doit être fait. Merci Monsieur Mohamedi pour ces mots d'espoir. Merci énormément. Nous rappelons que nous étions avec Monsieur Hassan Mohamedi, directeur exécutif du FONGIM, pour des échanges riches, constructifs et inspirants sur le rapport 2024 du FONGIM. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. À la radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette émission du grand format, réalisée avec le soutien du FONGIM, vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur nos ondes. Bienvenue dans le grand format. Le grand format, l'émission qui décrypte l'action humanitaire au Mali. Reportages, analyses et grand entretien. HDFM vous donne rendez-vous au cœur des réalités du terrain. Bienvenue dans le grand format.